Ce chapitre est consacré à la vascularisation du membre inférieur. Vont être présentés l'ensemble des artères principales, il faudra connaître pour chacune d'entre elles leur origine, leur terminaison et leur collatérale. Sera présenté aussi le système veineux, superficiel et profond, caractéristique du membre inférieur. La vascularisation artérielle des membres inférieurs a pour origine les artères pelviennes. Nous allons voir sur cette vue antérieure du bassin l'ensemble de ces vaisseaux. Tout d'abord mettre en place l'aorte avec son trajet vertical à la face antérieure de la colonne vertébrale. Cette aorte va se diviser en regard de L4 en une artère iliaque commune, droite et gauche. L'aorte va donner aussi naissance à ce niveau à l'artère sacrée moyenne qui continue verticalement à la face antérieure du sacrum. Les artères iliaques communes vont donner les artères iliaques externes, droite et gauche, qui ne font que traverser le bassin. Ces artères iliaques externes vont passer en dessous du ligament inguinal, dans la lacune vasculaire, et cela va correspondre à l'origine de l'artère fémorale. Cette artère iliaque externe va donner deux branches au niveau du bassin, l'artère circonflexe iliaque profonde et l'artère épigastrique profonde qui va venir sur la face dorsale de la paroi abdominale. L'artère iliaque commune a donné l'artère iliaque externe, mais donne aussi l'artère iliaque interne. L'autre élément à connaître par rapport à ces vaisseaux est le rapport étroit avec l'urtère. L'urtère est donc né au niveau rétropéritonéal, au niveau des reins, et va descendre verticalement pour rentrer dans le niveau du petit bassin au contact des artères iliaques externes et internes. L'artère iliaque interne va donner différentes branches, des artères viscérales destinées aux viscères du petit bassin, une branche qui va s'orienter en arrière destinée à la région glutéale et qui va correspondre à l'artère glutéale, et une artère ischiatique qui va descendre verticalement et accompagner le nerf sciatique. Et enfin, représenter ici l'artère obturatrice qui va franchir le foramen obturé. Le drainage veineux, quant à lui, se fait donc par la veine fémorale commune. Cette veine fémorale commune, une fois qu'elle aura franchi le ligament inguinal, va se nommer la veine iliaque externe. Cette veine iliaque externe va être alimentée par la veine iliaque interne pour former ensemble la veine iliaque commune. Les deux veines iliaques communes vont converger et en arrière de l'artère iliaque commune vont former la veine cave inférieure. On remarque que la bifurcation de la veine cave est en dessous de la bifurcation aortique. Étudions sur cette diapositive les artères de la cuisse. Les artères de la cuisse correspondent à l'artère fémorale, qui est l'artère principale de cette région. Nous allons mettre en place certains repères musculaires avec tout d'abord le muscle sartorius. Il s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure qui va croiser la région, c'est pour ça qu'il est coupé à ces deux extrémités ici, pour se terminer à la face médiale du tibia et participer au muscle de la patte doigt. On peut mettre aussi en place le muscle psoas iliaque, le ligament inguinal, et on voit bien ici la lacune musculaire en dehors et la lacune vasculaire en dedans.
on peut placer aussi le muscle long abducteur. Entre le ligament inguinal, en haut, le muscle long abducteur en dedans et en bas, et le muscle sartorius en dehors et en bas, on peut tracer les limites du trigone fémoral. Si l'on trace ensuite le muscle grand abducteur plus bas, avec l'arcade du grand adducteur, représenté ici en vert, il existe ce que l'on appelle le canal des adducteurs, représenté ici en vert. L'artère fémorale fait suite à l'artère iliaque externe au niveau du ligament inguinal. Elle va avoir un trajet vertical au niveau du trigone fémoral, puis elle va continuer sa course dans le canal des adducteurs. Cette artère fémorale va se terminer au niveau du hiatus du muscle grand adducteur et se poursuivre par l'artère poplitée. Cette artère fémorale va donner un certain nombre de branches. Tout d'abord, l'artère épigastrique superficielle qui est destinée à la paroi abdominale. Cette artère va s'ascensionner jusqu'à la région ombilicale. On a latéralement l'artère circonflexe iliaque superficielle qui est destinée à la paroi abdominale dans sa partie latérale. On a médialement les artères pudendales externes qui sont destinées au pubis et au périnée. La plus grosse branche collatérale de l'artère fémorale correspond à l'artère profonde de cuisse. Elle naît à la face postérieure de l'artère fémorale et elle va donner un certain nombre de branches. Tout d'abord, l'artère circonflexe latérale de cuisse. Cette artère circonflexe latérale de cuisse est donc une branche collatérale de l'artère profonde de cuisse. Et cette artère circonflexe latérale de cuisse va donner un rameau descendant, représenté ici par 4 branches artérielles. Ces rameaux descendants sont destinés au muscle quadriceps fémoral. Il existe un rameau ascendant qui va rejoindre l'artère circonférentielle médiale de cuisse en passant en avant du col du fémur. Et cette artère circonflexe latérale de cuisse va donner aussi un rameau transverse qui va contourner le fémur. N'est représenté ici que les rameaux descendants et le rameau ascendant. L'artère profonde de cuisse va donner aussi les artères perforantes. Ces artères perforantes vont passer entre le muscle grand abducteur et le fémur en formant des arcades. Ces artères perforantes vont former à la face postérieure du muscle un réseau artériel ascendant. L'artère profonde de cuisse va donner aussi naissance à l'artère circonflexe médiale de cuisse qui est à peine visible ici. On la distingue en pointillé derrière le grand trochanter et le col du fémur. Ces artères circonflexes médiales de cuisse vont donner un rameau ascendant qui va venir rejoindre le rameau ascendant de l'artère circonflexe latérale de cuisse et va donner aussi un rameau descendant qui va rejoindre les branches ascendantes des artères perforantes. L'artère fémorale donne une autre collatérale qui correspond à l'artère descendante du genou. Cette artère descendante du genou naît au-dessus du hiatus du muscle grand adducteur et va se diviser rapidement en 2 branches terminales. Étudions maintenant les artères du genou sur cette vue postérieure.
en mettant tout d'abord en place le muscle grand adducteur avec l'arcade du muscle grand adducteur. On place aussi l'arcade du muscle solaire, représentée ici par une ligne verte arciforme. Entre le tibia et la fibula, la membrane interosseuse. La fosse poplitée correspond donc à la région postérieure du genou et est limitée par les éléments suivants. Elle a une forme de losange. Sa limite supérieure et médiale est assurée par le muscle semi-membraneux et le muscle semi-tendineux. La limite supérieure et latérale de la fosse poplitée est réalisée par le muscle biceps fémoral. La limite inférieure et médiale est assurée par le muscle gastrocnémien médial et la limite inférieure latérale est assurée par le muscle gastrocnémien latéral. L'artère poplitée passe à travers la fosse poplitée. Elle fait suite à l'artère fémorale au niveau du hiatus du muscle du grand adducteur. Elle va parcourir verticalement, après avoir rejoint la ligne médiane, la fosse poplitée en arrière de l'articulation du genou. Cette artère poplitée va se terminer sous l'arcade du muscle solaire pour donner ces deux branches terminales, l'artère tibiale antérieure et l'artère tibiale postérieure. L'artère poplitée a plusieurs collatérales. Tout d'abord, les artères gastrocnémiennes. Ces artères gastrocnémiennes sont destinées aux muscles gastrocnémiens. Il existe ensuite un cercle artériel anastomotique, avec les artères articulaires supérieures, latérales et médiales, qui vont donc contourner l'extrémité inférieure du fémur et rejoindre la face antérieure de l'articulation du genou, des artères articulaires moyennes et des artères articulaires inférieures, latérales et médiales. Cet ensemble forme, avec les artères récurrentes tibiales et fibulaires, un cercle artériel anastomotique. Ce cercle artériel anastomotique est très dense, mais ne permet pas de suppléer l'artère poplitée en cas d'obstruction de cette dernière. Sur le plan veineux, on peut mettre en place la veine poplitée. Cette veine poplitée va recevoir la veine petite saphène qui vient du plan superficiel. Sur le plan nerveux, enfin, le nerf ischiatique qui va donner ces deux branches terminales, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Étudions maintenant simultanément les artères de jambes et de pieds. Sur cette vue antérieure, on va essentiellement s'intéresser à l'artère tibiale antérieure. Je mets en place pour cela certains repères, la membrane interosseuse, le rétinaculum des extenseurs. L'artère tibiale antérieure a pour origine la division de l'artère poplitée. Elle va passer dans l'espace interosseux pour se retrouver dans la loge antérieure de jambe. Elle va descendre verticalement, accompagnée par le nerf fibulaire profond. Cette artère va se terminer au niveau du rétinaculum des extenseurs pour donner l'artère dorsale du pied. L'artère dorsale du pied va donner un certain nombre de branches. Tout d'abord, l'artère arquée, qui va donc prendre un trajet latéral. L'artère dorsale du pied va aussi donner naissance à l'artère tarsienne latérale,
l'artère arquée et l'artère tarsienne latérale sont anastomosées entre elles. L'artère dorsale du pied va donner aussi l'artère plantaire profonde. Cette artère plantaire profonde va passer en interosseux et va aller rejoindre l'artère plantaire latérale pour former l'arcade plantaire. L'artère dorsale du pied va se poursuivre enfin par l'artère métatarsienne dorsale et l'artère arquée va donner les autres artères métatarsiennes dorsales. Sur ce schéma est représenté en pointillé l'artère tibiale postérieure et l'artère fibulaire. On voit qu'il existe un cercle anastomotique périmalléolaire qui signe l'existence de nombreuses anastomoses au niveau de cette région. Continuons à étudier les artères de jambes et de pieds sur cette vue dorsale, avec comme repère ici, à gauche sur le schéma, la malléole médiale. L'artère tibiale postérieure a pour origine la division de l'artère poplitée. Cette artère tibiale postérieure va parcourir la région postérieure de jambe, passer dans le sillon malléolaire médial et se diriger en avant à la face plantaire du pied. Cette artère tibiale postérieure est accompagnée par le nerf tibial postérieur et va se diviser en artère plantaire latérale et en artère plantaire médiale. On voit aussi sur cette vue postérieure le cercle anastomotique périmalléolaire, avec l'artère fibulaire représentée ici. On peut mettre en évidence l'anastomose avec l'artère tarsienne latérale à partir de l'artère plantaire latérale, est représenté ici ce que l'on nomme l'arcade plantaire, c'est ce qui termine l'artère plantaire latérale, et cette arcade plantaire s'anastomose avec l'artère arquée présentée tout à l'heure sur la vue dorsale du pied. Cette arcade plantaire va donner les artères métatarsiennes plantaires. Il existe au niveau du pied de très nombreuses anastomoses. Nous allons finir l'étude de la vascularisation du membre intérieur par l'étude des veines du membre inférieur. Le membre inférieur est drainé par des veines profondes qui sont satellites des artères. Elles sont représentées ici en bleu clair. Il existe aussi un drainage réalisé par les veines superficielles du membre inférieur. Ces veines sont sous-cutanées et elles sont représentées ici en bleu plus foncé. Nous allons mettre en place tout d'abord certains repères avec l'arcade du solaire, le hiatus des adducteurs et le ligament inguinal. Nous allons étudier dans un premier temps le réseau profond. Le réseau profond a pour origine les veines profondes de jambes. Ces veines profondes de jambes sont nombreuses et accompagnent les artères. Elles vont converger et former la veine poplitée. La veine poplitée va recevoir dans la fosse poplitée la veine petite saphène, qui est donc une veine du réseau superficiel. Cette veine petite saphène va former une crosse et aller rejoindre la veine poplitée. Suit ensuite la veine fémorale. Cette veine fémorale va accompagner l'artère fémorale et va recevoir plusieurs collatérales. Tout d'abord, la veine fémorale profonde, qui elle aussi accompagne l'artère fémorale profonde. Et surtout, la crosse de la grande veine saphène. C'est à ce niveau que la grande veine saphène va venir rejoindre le réseau profond au niveau de cette région. Enfin, une fois le ligament inguinal passé, le drainage veineux est assuré par la veine iliaque externe.
Voyons maintenant le réseau superficiel. Le réseau superficiel a pour origine ce que l'on appelle la semelle plantaire veineuse. Le pied et le réseau veineux va fonctionner telle une pompe. À chaque appui du pied sur le sol, le sang veineux superficiel va être chassé. Il va être chassé par le biais des veines marginales, avec tout d'abord les veines marginales médiales. Ces veines marginales médiales vont converger et former la grande veine saphène. Cette grande veine saphène passe en avant de la malléole interne et va cheminer en sous-cutané sur la face médiale de la jambe et de la cuisse. Cette grande veine saphène est accompagnée par le nerf saphène jusqu'au genou. Cette veine grande saphène va recevoir des collatérales et en particulier ce que l'on appelle la veine saphène accessoire au niveau de la cuisse. Cette grande veine saphène va former une crosse et aller rejoindre la veine fémorale. Les veines marginales latérales, quant à elles, vont donner naissance à la petite veine saphène. Et notez bien que la petite veine saphène passe en arrière de la malléole externe. Cette petite veine saphène va s'ascensionner en sous-cutané, accompagnée par le nerf sural, jusqu'à la région poplitée, où cette veine va former une crosse, la crosse de la veine saphène, qui se jette dans la veine poplitée. À noter qu'il existe des veines communicantes au niveau de la jambe entre le réseau profond et le réseau superficiel. Il est important enfin de mettre en place ici les lymphoneux avec deux contingents au niveau du membre inférieur, les lymphoneux inguinaux représentés ici en noir et les lymphoneux poplités.